La Bleuette, appelée parfois le complot bleu, est une opération d'infiltration et d'intoxication à grande échelle montée par le SDECE, Service secret français, pendant la guerre d'Algérie. À partir de 1957, on riposte à l'affaire Oison Bleue. Cette opération restait longtemps méconnue du grand public, tant algérien que français, consistait à adresser des listes prétendant collaborateurs algériens de l'armée française et à la faire parvenir jusqu'au chef de l'armée de libération nationale ALN, le bras armé de FLN, pour y susciter des purges internes. Ces listes étaient acheminées par différentes billets, notamment envoi d'Algériens retournés, diffusion des rumeurs dans les villages et les maquis du wilaya, des commandes compromettants laissés sur des rebelles abattus pour comprendre comment le virus de la suspicion, que l'on baptise plus tard la Bleuette, a pu pénétrer la révolution algérienne. Il faut revenir à la bataille d'Alger. D'anciens membres des réseaux du SF-Sadi avaient décidé de travailler avec les parachutistes français. C'était une idée de capitaine Paul Alain Léger, parachutiste, agent du SDECE et chef de groupe de renseignement et d'exploitation. Il avait proposé à son supérieur hiérarchique, le colonel Godard, de retourner d'anciens compagnons de ISF. Quand un élément de FLN est identifié et arrêté, il est interrogé, compromis et piégé. On lui offre de changer de camp. Les capacités de psychologue du Léger constituent l'essentiel du processus de retournement. Les anciens du FLN rejoignent ainsi le groupe habillé de bleu de chauffe, de le nom de Bleuette ou le complot bleu. À l'origine, ce groupe est composé de 70 hommes. Leur rôle était de dénoncer leurs anciens camarades des réseaux clandestins, mais aussi de tenter de retourner la population en faveur des Français. Ils circulaient ainsi dans la Casbah, bavardant qui voulait bien leur adresser la parole, essayant de rencontrer dans la foule les hommes avec qui ils avaient été en contact. Mais leur rôle principal restait, bien sûr, l'infiltration des réseaux FLN encore existants. Ils permettent l'arrestation de Youssef Sadi, Zohra Drif et la localisation de la cache d'Ali Lapointe en mars 1958. Ce groupe compte plus de 300 hommes et femmes avec, pour la plupart, un statut de harki. Cette opération d'intoxication fut aussi à l'origine d'une campagne de purge dévastatrice dans toutes les wilayas, qui causa plus de pertes à l'ALN et au FLN que les combats eux-mêmes, et provoqua le ralliement de nombreux combattants affolés à l'armée française. Seul moyen de sauver leur vie face aux soupçons de la trahison, en particulier dans la wilaya 3, dirigée par le colonel Amirouche. Le principe de cloisonnement de l'ALN et le devoir de réserve des principaux concernés aggravaient la situation. Infiltration des réseaux FLN de zones autonomes d'Alger. En septembre 1957, Ouria, une militante du FLN, est dénoncée par son mari qui souhaitait s'en débarrasser. Arrêtée, elle accepte de collaborer avec les services de capitaine Léger. Ouria est mise en contact avec un militant capturé, Hassan Guedrich, alias Zerouk, chef de la région 3 de la zone d'Alger. Retourné secrètement passé en gré de capitaine Léger, Zerouk envoie Ouria se cacher chez sa femme, où elle observe un homme toujours accompagné d'une petite fille de 5 ans. Suivi, cet homme guide les Français vers son domicile numéro 4, rue de Catan, dans la Casbah.
Le 23 septembre, les gendarmes d'Alger arrêtent un homme nommé Djemel qui, interrogé, prétend avoir rencontré le chef de la zone autonome d'Alger, Zaha Youssef Saadi, à la rue Catan. Le recoupement conduit le capitaine Léger à penser que Youssef Saadi loge dans cette rue. Dès le lendemain, la rue est bouclée par les parrains de première ripe sous le commandement de colonel Jean-Pierre et les bleus de chauffe de capitaine Léger. Les meubles effeuillés, Youssef Saadi y est arrêté, en compagnie de Zehra Drif. Les deux prisonniers sont étroitement gardés par le premier, RIP. Aucun contact avec l'extérieur, car Youssef et Zohra n'ignorent plus rien du double jeu de Zerok. Il faut que ce double jeu poursuive pour mettre le gré sur la piste d'Ali Lapointe. Très vite, Zerok prend contact avec Ali par une boîte aux lettres de secours. Léger apprend ainsi qu'Ali Lapointe a rejoint une autre cache avec Hassiba Ben Boli, petit Omar, 2 ans, agent de liaison et neveu de Youssef et Mahmoud, autre agent de liaison. Ali Lapointe a sur lui 4 bombes complètes et il disait que Zerok, qui pour lui est toujours le responsable militaire de la zone autonome, relance une vague d'attentats. Lentement, Léger reprend la filature de courrier. Il lui faudra 3 semaines pour qu'il arrive à localiser la planque d'Ali Lapointe ou 5 roues de Abdirrahman en Haute-Kasbah. Ali, cerné avec ses complices, son refuge est plastiqué par le premier RIP. L'énorme explosion tue également 17 civils de voisinage, dont 4 fillettes de 4 et 5 ans. Cette opération marque l'élimination des principaux dirigeants du FLN de la zone autonome d'Alger et dès lors la victoire de l'armée française dans la bataille d'Alger. L'infiltration des Bleus dans les réseaux FLN permet au capitaine Léger de contrôler le courrier échangé entre Alger et les wilayas. C'est ainsi qu'il apprend qu'une nouvelle équipe de combattants algériens va être désignée afin de remplacer celle qui vient d'être démantelée en automne 1957 et montrer ainsi à ses partisans que la rébellion n'est pas morte. Certains de ces hommes qui font passer pour des membres de FLN vont jusqu'au Kabylie pour témoigner de la réalité des contacts et de la sincérité révolutionnaire des courriers. Un des agents de Gray jouera le rôle de chef de réseau et, à ce titre, recevra pour ses hommes les armes et les explosifs destinés aux actions à venir. Le lieutenant Kamel, responsable de la première zone de la Wilaya 3, Kabylie-Ouest, prend contact avec Safi et Hani, qui reste la seule autorité FLN à Alger, ayant échappé à l'anéantissement des réseaux puisque retourné par le capitaine Léger. Amirouche l'informe donc qu'il veut lui envoyer un long d'armes d'origine tchèque pour préparer des attentats qui devraient être perpétrés au moment des fêtes de Noël. Le 2 novembre, Kamel signe à Hani un ordre de mission l'habilitant au nom de la Wilaya 3 à représenter le FLN et l'ALN au sein de la zone autonome d'Alger. Dans la réalité, par ce document, le capitaine Léger devenait le véritable patron de FLN à Alger. La manipulation devient chaque jour de plus en plus délicate. Léger récupère dans un premier temps la petite cargaison d'armes composée
de 10 pistolets mitrailleurs tchèques, de 20 pistolets automatiques et d'un lot de grenades. Le 10 décembre 1957, Hani monte au maquis afin d'assister en personne au conseil de la Wilaya Tarwa, présidé par Amirouche. De retour à Alger, il rend aussitôt compte de sa mission au capitaine léger. Les événements se précipitent. Les chefs de la Wilaya Tarwa s'impatientent. Ils ne comprennent pas l'inaction d'Alger. Les messages envoyés à la ZAA sont de plus en plus impératifs. Il faut que des attentats aient lieu. Kemal écrit: les Algérois veulent entendre les explosions de vos grenades, qui sont pour eux le signe incontestable que le cœur de la capitale bat encore. L'état-major de guerre a communiqué l'ordre suivant à Alger, ordonnant recrudescence des attentats avant l'ONU. C'est formel, vous commencerez avant le 30. Léger essaie toujours de temporiser. En attendant, il expédie une lettre qu'il veut pleine d'annexité. Le maquis ne se rend pas compte des énormes difficultés auxquelles l'organisation doit faire face à Alger. L'enthousiasme des débuts n'existe plus. Le danger d'infiltration par les Bleus est trop important pour être négligé. Les enquêtes demandent beaucoup de temps pour déterminer la bonne foi des militants trop souvent apeurés. Hani est à nouveau convoqué fin décembre 1957 au PC de la Wilaya Tarwa. Kemal lui ordonne de passer à l'action et lui annonce qu'il va bientôt pouvoir disposer d'une cargaison de bombes particulièrement meurtrières, confectionnées avec des corps de but de mortier de 60 mm et de 81 mm, et que celle-ci l'attendait à Tizi Ouzou. Le capitaine léger lance un commando sur Tizi Ouzou. Les hommes récupèrent rapidement les bombes préparées et font prisonnier le lieutenant Hussein, responsable politique de la zone 1, et le lieutenant Sabré, officier de renseignement. Léger redoute que la Wilaya Tarwa ne mette sur pied à Alger une organisation parallèle qui lui échapperait. Mieux vaut donc organiser quelques attentats mineurs plutôt que de revenir au jour dramatique où des bombes explosent au milieu de la foule. Il sait bien que la presse va sauter sur l'événement et il fera ses gros titres et assurera une propagande efficace qui comblera d'aise les hommes de la Wilaya Tarwa. Le 1er janvier 1958, comme pour montrer la précarité de la situation, une grenade explose au début de la soirée dans l'escalier de 20e rue Émile Maupas. Cet attentat rappelle les Algérois à la réalité. Dans la Casbah, le téléphone arabe colporte la nouvelle à la vitesse de l'éclair. Tout le monde ignore que le lanceur de grenades n'est autre que le capitaine léger. Celui-ci, en accord avec le colonel Godard, organise quelques actions ponctuelles destinées à faire du bruit sans qu'il y ait de victimes. Godard avait donné ses conseils à son adjoint avant de le quitter. Tâchez de ne pas faire trop de dégâts, n'y allez pas plus fort que les faits eux-mêmes. Infiltration et intoxication de la Wilaya Tarwa de colonel Amirouche. À partir de janvier 1958, le gré du capitaine Paul-Alain Léger prépare une nouvelle opération baptisée KG-27 qui se révèle
particulièrement efficace, qui aura des conséquences dramatiques dans les rangs des combattants de la Wilaya 3 en Kabylie et pour l'ensemble de l'Algérie par l'élimination d'une génération de cadres. Tadjir Zohra, dite Rosa, une jeune Algérienne militante du FLN, du Moran à Maison Carrée, El Harrach, est arrêtée en janvier 1958 par le gré de Borj Mnayel. Motif de son arrestation, elle avait confectionné un drapeau FLN. Le capitaine DG lui a proposé de travailler avec son groupe de renseignement et d'exploitation gré, ce qu'il a accepté. Cependant, pour l'avis du capitaine, elle a accepté trop vite, car ce génère de mission à lui proposé était hors de proportion avec ce qu'on lui reprochait. Il a ramené à Alger, mais sur le retour, il s'est arrangé pour la balader un peu, pour qu'on la voie dans sa voiture, pour l'attester. Il a fait venir dans son bureau chez lui, dans sa villa à El Biar. Le capitaine avait préparé le terrain, parce qu'il se doutait de quelque chose. Elle posait trop de questions. Il monte une petite mise en scène. Au milieu de la discussion, il est appelé au téléphone par son chef et s'empresse de s'y rendre. Laissez son bureau de fausses lettres signées d'un chef de FLN qui lui écrivait dans du maquis de la Wilaya 3. Par l'entrebâillement de la porte, le capitaine observe la fille qui s'est levée et s'est allée regarder la lettre. Elle prit connaissance des lettres et des signatures. À la fin de l'entretien, Rosa promet de revenir donner quelques informations au capitaine. Comme prévu, elle quitte Alger et monte directement au maquis de la Wilaya 3 afin de dénoncer les traîtres dont elle avait lu les noms dans le bureau du capitaine. Quand elle est arrivée au maquis, elle est tombée sur un homme qui s'appelle Hassan Mahyouz, surnommé Hassan la Tirour, ancien collaborateur de la Gestapo au grade de capitaine, chef de la première zone de la Wilaya 3 et adjoint de colonel à Merouche. Mahyouz l'interrogea. On t'a vu avec Léger dans sa voiture. Bien sûr, il m'a arrêté. Il m'a proposé de travailler pour lui. J'ai accepté. Tu nous as trahis, piqué au vif. Rosa expliqua qu'elle a remonté au maquis pour faire d'importantes révélations. Avant de m'accuser, tu ferais mieux de regarder autour de toi. Tu es entouré de traîtres. À la solde d'Alger, la machine était en marche. Rosa raconta ce qu'elle croyait avoir appris dans le bureau du capitaine Léger. Quand elle eut fini, Mahyouz en volit encore. Rosa sut la torture, folle de douleur, elle raconta n'importe quoi. Il s'accusa tout d'abord d'être responsable de l'arrestation à Alger de Jamila Bouhirit, Jamila Bouazza, Zohra Drif et Youssef Saadi. L'arrestation pour laquelle elle toucha, dit-elle, la somme de 50 000 francs. Elle avoua ensuite être allée au maquis afin de contacter des responsables à la solde de Léger qui lui permettrait de rejoindre Tunis, où elle avait une mission très importante à remplir. C'était la confirmation de ce qu'elle pensait. Tous ces intellectuels, tous ceux qui venaient d'Alger, tous ces lettrés étaient des traîtres pour Mahrez. Suivit une longue confession dans laquelle la pauvre fille donne pêle-mêle les noms des responsables de maquis, d'amis et même des membres de sa famille.
une de ses cousins de Bourg-Mnaïl, ont perdu la vie. Rosa Morante fut finalement égorgée. Ahsen Mahyouz est inquiet. Il fait procéder à l'arrestation de tous les hommes désignés par Rosa. Rosa venait de déclencher un véritable raz-de-marée dans toutes les wilayas. C'est la plus formidable campagne de purge jamais connue dans les rangs du FLN. Désormais, au danger des opérations allait s'ajouter pour les combattants la terreur de l'épuration. Amirouche maintenant, persuadé d'être entouré de traîtres et d'espions à la solde de l'armée française. C'était devenu son obsession. Les purges et les méthodes qu'il préconisait étaient dignes de la terreur stalinienne. La chasse aux sorciers devient, selon Amirouche, s'étendit à toute l'Algérie. Obnubilé par cette obsession de l'espionner, l'un des chefs les plus redoutés de FLN, paralysé par ces mesures préventives, toute l'activité de sa wilaya, il instaurait le règne de la suspicion, de la délation et de la terreur. Même les opérations contre l'armée française avaient pratiquement cessé. Jamais le moral n'avait été plus bas. Jamais le ralliement aux Français plus nombreux. Amirouche précise aussi que les traîtres sont surtout des personnes instruites, intellectuelles, étudiants, collégiens, médecins et enseignants furent les premiers visés. Il écrit au chef des autres wilayas le 3 août 1958. J'ai découvert des complots dans ma zone, mais il y a des ramifications dans toutes les wilayas. Il faut prendre des mesures et vous amputer de tous ces membres gangrenés, sans quoi nous crèverons. J'ai le devoir de vous informer en priant Dieu pour que ce message vous parvienne à temps dans la découverte en notre wilaya d'un vaste complot ordé depuis de longs mois par les services français, colonel Godard et capitaine Léger contre la révolution algérienne. Grâce à Dieu, tout danger est maintenant écarté, car nous avons agi très rapidement et énergiquement. Dès les premiers indices, des mesures draconiennes étaient prises. En même temps, arrêt des recrutements et contrôle des personnes déjà recrutées, arrestation des goumis et des soldats ayant déserté, arrestation de tous les Jounouds, soldats originaires d'Alger, arrestation de tous les suspects, de toutes les personnes dénoncées, de quelque grade qu'elles soient, et interrogatoire énergique de ceux dont la situation ne paraissait pas très régulière. Le réseau tissé de notre wilaya vient d'être particulièrement hors d'état de nuire. Après une enquête de temps plus ardue, que ces chefs étaient en apparence au-dessus de tout soupçon, signé le colonel Amirouche. Par une lettre ouverte au colonel Godard, le colonel Amirouche s'adresse à lui pour lui faire savoir qu'il a découvert le prétendu complot, ce qui revient à lui annoncer triomphalement qu'il est tombé dans le piège. Cette lettre, intéressante à plus d'un titre, témoigne inopinément du respect que les officiers de l'ALN ressentent pour un officier français. Leur notion de l'honneur d'un officier français est telle qu'Amirouche est scandalisé que Godard, qu'il croit l'artisan du prétendu complot contre-révolutionnaire et qui est en effet l'auteur d'une entreprise encore plus subtile, recours à des moyens aussi tortueux. Je n'ai rien à vous reprocher, étant donné votre zèle et votre amour pour votre pays.
en le servant dans l'honneur et la gloire, et par tous les moyens appropriés. Vous venez de ravaler votre honneur à celui d'un simple mochard au service d'une poignée de colonialistes. Ce travail serait à l'honneur si c'était en France, dans votre pays, que vous ayez accepté de nettoyer votre nation d'éléments tels que la 5e colonne, avant la guerre de 1940. Les dirigeants de la DSP et de ses subdivisions en France peuvent être demain des grands chefs respectés, honorés et glorifiés, car ils collaborent à la grandeur de leur nation. Mais vous, colonel Godard, vous faire dans cette galerie d'ultra-rebelles à votre patrie, même vous qui étiez nés et élevés dans les principes de la Révolution en 1789, vous suivez l'honneur d'une carrière déjà belle, signée le colonel Amirouche. Le souplesse de l'hélicoptère. Ahsen Mahyouz avait mis en route un terrible engrenage dans la wilaya 3. Les tortures en chaîne avaient donné des résultats. Inspiré, avec son adjoint Adjoud Rachid, assisté d'un groupe de montagnards persuadés de purifier la révolution, il faisait régner dans chaque zone une atmosphère de suspicion oppressante. Dès août 1958, Mahyouz avait établi un épais dossier bourré de preuves contre une cinquantaine de cadres qui avaient tout avoué leur rapport avec les services spéciaux français. Chacun, quel que fût son grade, avait été interrogé par Mahyouz, qui leur avait appliqué le souplesse de l'hélicoptère. Sur la torture, les hommes donnaient les noms de leurs plus proches compagnons. Suffisait que les noms de maquisards soient prononcés par 2 ou 3 hommes interrogés pour qu'il soit lui-même inculpé et interrogé à son tour. 6 suspects sur 10 succombant au cours des interrogations. Il y a eu des centaines, sinon des milliers de victimes, pour la plupart innocentes des faits qui leur étaient reprochés. Bilan des pertes imputées à la Bluite pour la wilaya 3 Kabylie. Pour l'ensemble de l'année 1958, les estimations concernant le nombre de liquidations variant entre 2000 et 6000 chiffres donnés par Mohamed Ben Yahya et invérifiables en raison de l'absence de documents fiables. Amirouche imputera avec lui en mars 1959 un décompte partial faisait état sur 542 personnes jugées, de 54 libérées, 152 condamnés à mort et 336 décédés au cours des interrogations. 30 officiers, soit 488 décès. Le décompte était vraisemblablement destiné à minimiser l'ampleur des purges auprès de GPRA. Selon Yves Courrier, les exécutions ne cessèrent que quelques jours avant l'opération Jumelle. En 1959, Ahsen Mahyouz avait fourni à Amirouche plus de 3000 condamnations à mort, soit 3000 jeunes gens dont presque tous avaient au moins leur certificat d'études. Selon certains journalistes ayant enquêté sur cette période, le nombre de condamnés serait moins élevé et les
les estimations seraient de 1200 à 2000 ou bien même de 4000. Selon les évaluations, la signée représenta donc de 6% à 25% de l'effectif de la Wilaya 3. L'extermination de la jeune intelligentsia algéroise. La folie sanguinaire de Mahiouz ne connut plus de bornes. Lorsqu'arriva le putsch d'Alger de 13 mai 1958, l'enthousiasme des foules de Forum d'Alger, les manifestations de royalisme de population musulmane ne firent que confirmer son opinion sur les citadines en général et les Algérois en particulier. Profitant de l'occasion, des centaines de cadres et de djounoud échappés à la mort en se ralliant au poste français le plus proche. Parmi les victimes de la purge de la Wilaya 3, on comptera plusieurs dizaines d'officiers haut gradés, des anciens médecins, chefs, des pharmaciens, des anciens étudiants et aspirants sanitaires et des cadres de l'UJTIA, des collégiens du collège de Benaknoun, plusieurs bacheliers, des enseignants, des techniciens radio, un jeune metteur en scène de 27 ans et une équipe de scénaristes. D'après la déclaration d'un lieutenant politique à Ta, rallié près de Bougaa, d'Aix-Lafayette, le 6 avril 1958, pour échapper à la mort, à cette date, le massacre d'intellectuels dure depuis 16 mois. Pourtant revenu en juillet 1957 en Kabylie, après une absence à l'étranger de 6 mois, Amirouche aura bien constaté une dégradation concomitante de l'arrivée massive des jeunes gens instruits, venus maquis après la grève des étudiants décrétée fin mai 1956. Des citadins débarqués d'Alger après la grève de 8 jours en janvier 1957, lors de la bataille d'Alger, et d'anciens membres de MTLD, donc reconvertis au sein du MNA, ensuite passés au FLN. Le deuxième bureau français constatait qu'il est matériellement impossible à l'adversaire de remplacer toutes ces pertes par de personnel de même valeur, sans tenir compte de factures morales, la baisse du potentiel en valeur intrinsèque des cadres de l'organisation politico-administrative OPIA est certain. Une conséquence plus lointaine a été la perte de ces jeunes intellectuels pour l'Algérie indépendante. Bilan des pertes dans les risques du Wilaya. Wilaya 1, 2000 morts. Wilaya 2, 500 morts. Wilaya 4, 1500 morts. Wilaya 5, 500 morts.